Nous allons maintenant entendre les plaidoiries finales des parties. Parce que l'État porte la charge de la preuve dans cette affaire, il est autorisé à commencer et à faire également une réplique finale s'il le souhaite. Maître Thompson, vous pouvez commencer. Merci, Madame la juge. Mon Dieu, c'est vraiment permis. D'accord, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre patience ces derniers jours. On vous a présenté beaucoup de choses et vous êtes ici pour accomplir votre devoir civique et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes ici cette semaine à cause de Carlos Maldonado. Et nous sommes ici pour découvrir et vous prouver qui l'a tué. Et maintenant, à la fin de notre affaire, l'État vous a prouvé que M. Maldonado a été tué par M. Leischwitz, l'accusé. Comme vous l'avez entendu de la part du tribunal, les deux éléments de l'homicide intentionnel au premier degré sont que l'accusé a causé la mort de M. Maldonado et qu'il a agi avec l'intention de le tuer. Nous avons également un élément d'intention dans la seconde accusation, celle de dissimulation de cadavre. Donc, au lieu de répéter les preuves pour les deux chefs d'accusation, mon intention ici, lors de la plaidoirie finale, est d'expliquer comment tous ces éléments s'assemblent pour les deux chefs d'accusation. Tout d'abord, lorsqu'on considère l'intention, comme l'a dit le tribunal, on ne peut pas lire dans l'esprit d'une personne, et c'est normal. Alors, qu'avons-nous ici devant nous? Opération Slop Shop. Nous avons des dates sur la pièce à conviction numéro 146 et il est écrit que les cibles ont été identifiées. Cela remonte à novembre 2023. Fait intéressant, en consultant les sections de saisie automatique sur le téléphone de M. Leischwitz, c'est là que le nom de M. Maldonado apparaît. Et ces saisies automatiques ne se produisent pas toutes seules. C'est l'utilisateur qui doit saisir manuellement ces noms, puis le téléphone s'en souvient. Ensuite, on le retrouve dans la pièce à conviction 146 en tant que cible de la première opération. Et la numérotation de ces 4 opérations est très importante. Parce que lorsque vous regardez la pièce à conviction 147, qui est l'opération Starling, il est indiqué en bas que l'opération peut commencer puisque l'opération Slop Shop est terminée. Les fonds et les réparations ont été saisis auprès de Slop Shop, donc pour Starling, et toutes les menaces de la première opération ont été neutralisées. Cette première opération, c'est Carlos. Maintenant, comment savons-nous que cette note a été écrite par M. Leischwitz? Quand on regarde tous les éléments autour de cette note et même certains éléments de contexte et d'autres objets présents, nous savons qu'elle appartient à M. Leischwitz. D'abord, elle a été retrouvée dans son appartement. C'est un excellent point de départ. Il vit seul. Il fait référence à son frère et à sa mère. Il habite juste à côté de M. Maldonado. Et pense à toutes ces références allemandes. C'est tout à fait normal d'apprécier l'histoire allemande, de vouloir aller la visiter. En soi, ce n'est pas un crime. Mais tout l'intérêt de diffuser ces extraits et de vous montrer ces conversations, c'est de donner du contexte et de montrer que ces notes appartiennent à M. Leischwitz et qu'elles ont été écrites par lui. Il y a un autre nom dans la pièce 146 que nous avons mentionné plusieurs fois, celui de Raven. La seule raison pour laquelle l'État a fourni les informations, les recherches effectuées sur le téléphone et les résultats Google concernant Raven, c'est pour relier à nouveau M. Leischwitz à ces notes. C'est la seule raison. Lorsque nous examinons l'intention de tuer et l'intention de dissimuler un corps, nous regardons également les preuves médicales ici. Et nous avons entendu la Dr. Shell expliquer en détail comment ils ont traité la scène, comment ils ont ramené M. Maldonado et pourquoi ils ont fait ces radiographies. Et ces mots étaient très précis.
Lorsqu'il y a un corps dissimulé, nous devons faire attention à la manière de le traiter et de l'examiner. Et lorsqu'ils font cette première série de radiographies, c'est là que nous voyons les 2 projectiles dont nous parlerons dans un instant. Mais le Dr. Shield a déterminé que la cause du décès relevait de violences homicidaires causées par 2 blessures par balle et que le mode de décès était un homicide. Nous ne savons peut-être pas à quelle distance M. Leishwitz se trouvait de M. Maldonado lorsqu'il lui a tiré dessus. Nous ne savons peut-être pas quelle blessure par balle est survenue en premier, mais ce que nous savons, c'est que cela représente l'exemple même de l'intention de tuer. Parce que cela signifie que vous devez appuyer sur la gâchette 2 fois de façon délibérée. Et quand nous prenons en compte la trajectoire dont la Dr. Shield et la Dr. Truesdale ont parlé lorsqu'elles ont utilisé la sonde, les 2 trajectoires de ces blessures par balle allaient vers la droite, vers le haut, et ressortaient par la gauche. Presque comme si elles étaient survenues en succession rapide pour avoir une trajectoire aussi proche l'une de l'autre. Quoi qu'il en soit, cela fait 2 fois. Nous avons également des preuves que ces blessures par balle vont de l'avant vers l'arrière. Donc, M. Leishwitz se tient juste en face de M. Maldonado. Et n'oublions pas le fait que M. Maldonado a été touché au visage par balle. C'est extrêmement personnel. C'est une intention, c'est-à-dire j'enlève cet être humain de cette terre. C'est la cible. Et c'est une façon infaillible de tuer quelqu'un en lui tirant directement au visage. Nous avons également entendu le Dr. Truesdale expliquer qu'il y avait d'autres lignes de fracture sur le crâne de M. Maldonado. Et elle a expliqué que cela vient de l'énergie de la balle. Et toute cette énergie doit bien aller quelque part. Quand on parle ensuite de la façon dont toutes les menaces sont neutralisées, si ce n'est pas de l'intention, je ne sais pas ce que c'est. Nous prenons aussi en compte les recherches effectuées sur le portable de M. Leishwitz, récupéré lors de la perquisition du 26 novembre. Ce qui est intéressant ici et ce qui recoupe un peu les vidéos de la caméra de chasse, c'est cette recherche du 21 avril 2024, 7 jours après le meurtre de M. Maldonado et environ 10 jours avant qu'on le voit sur cette caméra, où il cherche comment enlever une carcasse, comment s'en débarrasser, comment éliminer des aliments avariés en toute sécurité. Bien sûr, cela pourrait être anodin, je suppose. Mais pas quand on considère tout dans sa globalité. Ce timing est juste trop précis. La nature de ses recherches, la carcasse. Il fait référence à M. Maldonado. C'est ce que montrent ses preuves. Parce qu'à ce moment-là, il a M. Maldonado en haut de cette colline, dans la zone où Moxie a donné son signal final appris à l'entraînement. Mais il s'agit d'un complexe d'appartements. Ce terrain est partagé par tout le monde. Et finalement, il sera probablement découvert. Et donc, une semaine plus tard, nous avons cette recherche sur comment se débarrasser d'une carcasse. Souvenez-vous, cet article du DNR proposait 3 options. Vous pouvez soit l'emmener à une décharge, soit le ramener à l'endroit où la chasse a eu lieu à l'origine, soit l'enterrer. M. Leishwitz ne suit pas tout à fait l'ordre, mais cela a du sens quand on pense à la chronologie que nous vous avons présentée. Donc d'abord, nous l'avons vu sur ses caméras de surveillance, puis 10 jours plus tard avec tout son équipement. Il a sa pelle, il a ses bottes, il a la bâche en plastique, il a cet emballage noir avec lui qui ressemble vraiment beaucoup à tous ces sacs poubelles noirs. Et il reste là-haut pendant 30 minutes où on ne le voit plus, de 00h41 à 1h10 du matin. Et quand on voit la direction dans laquelle il marche,
c'est exactement la direction qui monte cette colline. Parce qu'ensuite, quand tu sors du champ de la caméra, tu continues à monter la colline ou tu peux bifurquer vers ce sentier où nous avons finalement trouvé M. Maldonado. Il y a eu de nombreuses discussions de quelque chose sur la hanche de M. Leishwitz dans cette vidéo. La détective Stern a dit « Je ne peux pas dire avec certitude ce que c'est ». Et M. Leishwitz a cru que c'était une lampe de poche. Allons avec ça. Disons que c'est une lampe de poche. Ça a du sens d'une certaine façon parce que quand tu es là-haut, au sommet de cette clairière, tu sais que, eh bien, le DNR suggère que je dois enterrer une carcasse, donc je vais essayer de creuser et je vais emmener ma pelle là-bas. Il n'y a pas de lumière là-haut? Tu as donc besoin d'une lampe de poche pour voir où tu creuses. Mais ensuite, il se rend compte que ça ne va pas marcher. Et comme le dit la détective Stern, la terre là-haut, tu peux creuser un peu, mais ensuite tu tombes sur de l'argile. Tu tombes sur quelque chose de plus dur. Et cette pelle qu'on a ne pourra pas percer ça. Il ne peut pas enterrer Carlos assez profondément pour éviter qu'on le découvre. Alors, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Décharge. C'est ce qu'on va faire avec ça. Alors, il commence à le traîner vers le bas parce que c'est beaucoup plus facile de descendre cette colline que de la monter. Donc, entre ça et Moxie qui est monté là-haut, c'est là que tout a commencé. Alors, quand il décide qu'il doit se débarrasser de M. Maldonado, qu'il doit le faire partir de cette propriété, il l'a mis dans ces sacs poubelles noirs opaques qu'on a vus grâce aux résultats Google. Il a aussi la bâche, ce qui l'aide à traîner ou à faire glisser M. Maldonado en bas de la colline jusqu'à ce sentier. Les cordes, quand vous regardez ces cordes qui étaient attachées à la chaise dans l'appartement de M. Leishwitz et que vous les comparez à celles retrouvées sur M. Maldonado lors de l'autopsie, regardez ces motifs. Regardez et faites cette comparaison parce que ce sont les mêmes types de cordes, parce qu'il a utilisé ce qu'il avait. Et donc, même ces nœuds, si vous regardez comment ces nœuds sont faits sur chacune de ces 4 cordes, ils ressemblent beaucoup à ceux des photos des cordes de son appartement. Et quand on parle de l'intention de dissimuler, il passe même ces cordes à travers les œillets de la bâche. Nous avons du ruban adhésif sur les mains de M. Maldonado. Nous avons ce ruban adhésif toilé noir qui est utilisé pour enfermer M. Maldonado, pour attacher ou coller ensemble ces sacs poubelles en plastique noir. Et puis, une fois qu'il est dans ce sentier, et nous avons vu une photo de Carlos, ce n'est pas un petit homme. Et donc, si c'est trop difficile de le mettre dans une voiture pour l'emmener à une décharge, je ne peux pas le remonter la colline maintenant, donc il va devoir rester ici. Et donc, ensuite, on commence à empiler toutes ces branches, tous ces débris, et il passe inaperçu. La famille sait que Carlos n'est pas ici, qu'il a disparu, mais plus personne ne le voit. Après Home Depot, le 14 avril, on voit dans ses relevés téléphoniques qu'il revient au 1512 East North et puis plus rien. Plus de mouvement, personne ne le revoit. Cela, combiné avec ce qu'il porte sur la vidéo de Home Depot, c'est la même tenue qu'il portait quand on a retrouvé ses restes. Tout cela permet d'établir la date du 14 avril. Et même en revenant aux caméras de surveillance sur le sentier, oui, il y a cette pause d'une demi-heure, mais on ne voit jamais M. Leishwitz revenir avec ses outils ou son équipement avant 4h39 du matin ce jour-là. Il fait des allers-retours. On le voit aller au garage. On le voit remonter dans cette direction. Donc, ça fait 4 heures où il est dehors et il ne fait pas d'exercice. Ça n'a tout simplement aucun sens comparé à ce qu'on l'a vu emmener là-bas.
Alors, nous avons beaucoup parlé de la fouille du véhicule de Monsieur Leischwitz. Mais avant d'en arriver là, il se rend chez U-Haul. Et cela sort de l'ordinaire par rapport à ce que les détectives ont observé concernant son mode de déplacement ces derniers jours. Alors, lorsqu'il commence à se diriger vers le nord, nous le suivons jusqu'à un garde-meuble qu'il n'avait jamais cherché avant les 48 heures précédant la découverte de M. Maldonado. Il l'avait loué, d'après ce reçu, le 1er novembre, profitant de la promotion du mois gratuit, et maintenant il doit tout vider parce que ce mois touche à sa fin, peut-être qu'il déménage tout, peut-être qu'il va dans un autre garde-meuble, je ne sais pas. Nous savons simplement qu'il l'a vidé. Et ensuite, nous l'avons suivi, et nous l'avons vu sur la vidéosurveillance en train de le vider. Alors nous le suivons jusqu'à Waukesha. Les agents arrêtent la voiture, ils saisissent la voiture. Il n'y a personne d'autre dans la voiture avec lui. Et qu'est-ce qu'on trouve après avoir obtenu un mandat pour fouiller sa voiture? L'arme du crime. À l'intérieur du coffre, nous trouvons la pelle. Des bottes sont sur le siège arrière passager. Nous avons beaucoup de boîtes de munitions de 9 mm. Alors, que M. Leischwitz dise « Je n'ai jamais vu cette arme. Je ne sais pas ce que c'est ni comment elle est arrivée là. » Vous avez beaucoup de munitions pour un 9 mm. Alors, nous trouvons aussi tous ces sacs poubelles. Nous commençons à assembler tous ces éléments ici. Ce qui est important à savoir, et vraiment je vais résumer le témoignage de Mademoiselle Crawford. Elle nous a tout expliqué sur l'identification des armes à feu et comment nous avons ces stries, ces rainures, les caractéristiques de fabrication par rapport aux caractéristiques individuelles. Mais voici l'essentiel. Ces 2 projectiles récupérés dans le corps de M. Maldonado ont été tirés avec cette arme. Point final. Fin de l'histoire. Donc maintenant, vous avez une personne qui cible la victime. Il a son nom écrit dans des notes. Il se trouve dans un secteur de sentier en haut de la colline. Il cache des preuves liées à un homicide. Vous avez entendu sur l'enregistrement, il fouillait tous les appartements et j'ai dû sortir mes sacs militaires. Tes sacs de guerre avec l'arme du crime? Merci beaucoup. Donc maintenant, nous avons ça. Et Mademoiselle Crawford dit oui, c'est l'arme du crime. Maintenant, nous allons arrêter M. Leischwitz. Nous prenons son écouvillon buccal, dont vous avez beaucoup entendu parler. Et c'est une autre raison pour laquelle toute cette théorie du « je n'ai jamais vu cette arme auparavant, je n'en sais rien » ne tient pas. Son ADN est partout sur cette arme. Quand nous avons entendu Mademoiselle Taylor, nous avons parlé des prélèvements effectués sur la poignée du Luger. Et c'est selon l'état important parce qu'il s'agit d'un profil à source unique. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas l'ADN de quelqu'un d'autre sur le prélèvement de la poignée de ce Luger. Et c'est M. Leischwitz. Et vous avez entendu Mademoiselle Taylor expliquer que pour trouver un autre profil ou qu'il nous faudrait tester un quadrillion de personnes pour voir un profil similaire. Il n'y a pas un quadrillion de personnes dans le monde. Aucun doute, l'ADN de M. Leischwitz est sur la crosse de ce Luger. Ensuite, nous examinons aussi les serviettes et les élastiques. La serviette extérieure est un mélange, mais nous avons un très fort indice d'inclusion, ce qui est le niveau de rapport le plus élevé de notre laboratoire d'État. Ce chiffre de l'ordre du million de milliards réapparaît aussi. Et ensuite, nous arrivons à l'intérieur de votre serviette qui revient à un profil à source unique. Et c'est M. Leischwitz. Alors, mesdames et messieurs,
Parfois, et vous avez entendu M. Lifeway en parler, s'y opposer, parfois de petites choses, elles peuvent sembler, eh bien, tout le monde a de l'eau de Javel. Tout le monde achète du savon pour les mains. Tout le monde achète des sacs poubelles. Je ne conteste pas ça du tout. Mais tu ne peux pas tout prendre et simplement regarder chaque chose individuellement, isolément. Ton rôle ici est de chercher la vérité, pas de chercher le doute. Et la vérité, c'est que le 14 avril 2024, M. Leischwitz a assassiné M. Maldonado. Et toutes les preuves sont juste là, devant vous. Alors je vous demande, lorsque vous retournerez délibérer, de tenir M. Leischwitz responsable et de le déclarer coupable des 2 chefs d'accusation. Merci. Merci, Maître Thompson. Monsieur Leischwitz, vous pouvez présenter votre conclusion. Vous pouvez rester debout à la table des avocats et utiliser le micro-cravate si vous le souhaitez. Je pense que ce micro suffira. Votre honneur, allez-y alors. Mesdames et messieurs du jury, merci d'être venus et de consacrer votre temps précieux et vos efforts à cette affaire. Je vous demande maintenant de faire ce que vous devez faire pour me déclarer non coupable de ces accusations horribles. Je suis totalement innocent de ce crime. Je ne connaissais pas assez cet homme pour lui nuire. Il ne me connaissait pas assez bien pour avoir tenté de me faire du mal de quelque manière que ce soit. Nous étions voisins, mais nous ne nous connaissions pas. La défense soutient que je suis monté en haut de la colline. Ils prennent de grandes libertés avec la vérité et avec leur conception des faits dans cette affaire. Mais ils n'ont aucune preuve que j'ai été en haut de cette colline. J'ai établi que j'ai le droit d'être dans mon propre jardin et de faire ce que je veux. Ils n'ont aucune preuve que j'ai même passé tout le temps qu'ils prétendent lors de la nuit en question, quand ils insinuent que j'ai eu quelque chose à voir avec le sort du pauvre monsieur Maldonado. Ils ne savent pas que je suis rentré chez moi et que j'étais en train de me promener pour chercher des opossums qui vivaient dans mon jardin et nourrir mes lapins parce que je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là. Que normalement, je poserais mes outils et j'irais courir en haut et en bas de la colline ou faire un saut rapide pour acheter des courses à n'importe quelle heure de la journée. Pendant la journée, je porte un survêtement. La nuit, si je sors... Je m'oppose à ce stade. Tout cela n'est que témoignage, et aucun de ces faits n'est au dossier. Objection retenue. Monsieur Leischwitz, je vous avertis, vous pouvez argumenter des déductions et discuter de ce que l'État ne démontre pas dans ses preuves, mais vous ne pouvez pas témoigner sur des sujets qui n'ont pas été abordés lors des témoignages. Alors faites simplement attention à ne pas essayer d'introduire de nouvelles preuves ou de témoigner d'une quelconque manière. Vous pouvez continuer. Mesdames et messieurs les jurés, comme il vous a été demandé de le faire, je vous implore, si vous avez le moindre doute dans cette affaire, de me déclarer non coupable. Il y a de nombreux doutes dans cette affaire et dans ce que l'accusation a présenté comme dossier contre moi. Les accusateurs, le service de police de Waukesha, dirigé par l'équipe d'enquêteurs menée par le détective Benjamin Stern, ici présent. Je vous implore de prendre en considération mon innocence dans cette affaire et de prendre en compte la manière dont ils ont exécuté leur mandat de perquisition à mon encontre. Le mandat de perquisition a été établi à l'origine parce qu'un de leurs détectives m'a demandé, et je pense que cela a déjà été établi comme preuve, m'a demandé à propos de la présence de sacs en plastique devant ma voiture, ce à quoi j'ai répondu honnêtement. J'ai défendu le détective en lui disant que j'avais mis ma pelle et tout le reste dans ma voiture pour l'hiver. Rien de tout cela ne figure dans les preuves. Ça doit l'être. Objection retenue. Objection acceptée. Cela n'apparaît pas dans le dossier, le jury n'a eu aucune preuve à ce sujet, et la légalité ou l'exécution des mandats ne relève pas de sa compétence. Vous pouvez continuer, Monsieur Laïc. Si vous me le permettez. Mesdames et messieurs du jury, je n'ai pas pu présenter une défense solide dans cette affaire parce que je suis emprisonné à la prison du comté de Waukesha depuis maintenant 18 mois et privé de mes ressources, de ma famille, de mes amis et de la possibilité d'engager un avocat. D'accord, Monsieur Leischwitz. Arrêtez, s'il vous plaît. Encore une fois, ce ne sont pas des questions que le jury doit prendre en compte.
Ils doivent uniquement prendre en compte les faits et les preuves qui ont été présentés dans l'affaire, pas ce qui aurait pu être, pas ce qui n'a pas été, seulement les faits et les preuves qui ont été présentés. Votre statut pendant la durée de cette affaire n'est pas pertinent et ne devrait pas être porté à la connaissance du jury. Vous l'avez mentionné, mais cela ne devrait pas leur être communiqué. Alors concentrez-vous sur les questions ici et sur les preuves qui ont été reçues lors du procès cette semaine et vous pouvez poursuivre vos arguments. Votre honneur, vous avez noté ces protestations tout au long du procès. Je l'ai fait, maintenant continuez. Mesdames et messieurs du jury, je vous implore à nouveau. Si vous avez le moindre doute quant à ma culpabilité, je vous demande de me déclarer innocent. J'ai une vie dehors. Je suis un homme bon, je suis un chrétien qui craint Dieu. Je veux juste rentrer chez moi. Je veux reprendre ma vie. Et quand je rentrerai chez moi, le service de police de Waukesha et tous ceux qui les assistent pourront continuer à chercher le ou les véritables meurtriers de la pauvre victime dans cette affaire. Pendant ma détention, ils ont cessé de chercher le vrai coupable. Imaginez, la personne responsable est toujours en liberté. Je vous implore, s'il vous plaît, de me renvoyer chez moi. Déclarez-moi non coupable, car je ne le suis pas dans cette affaire. Et en raison de la corruptibilité des gens et de la nature humaine, je vous dis qu'il y a un élément corrompu au sein de notre service de police local de Waukesha. Et si vous acquittez l'innocent, il y aura peut-être un peu de ménage et ils pourront s'en occuper. Quelqu'un enquêtera sur cette affaire et nous serons tous un peu plus en sécurité. Je vous remercie d'être venu ici encore une fois. Voici ma dernière déclaration. Si vous avez le moindre doute dans cette affaire ou sur ma culpabilité, je vous demande de me déclarer non coupable. Merci, M. Lichwick. Une réplique finale, Maître Thompson? Très brièvement, Allez-y. ce que j'aimerais soumettre au jury, c'est qu'il y a probablement quelqu'un d'autre qui voulait vraiment rentrer chez lui ou retourner dans son appartement ce soir-là. Je m'oppose, votre honneur, elle s'est déjà exprimée à ce sujet. L'objection est rejetée parce que c'est à l'État qu'incombe la charge de la preuve dans cette affaire. La loi lui permet de présenter un réquisitoire final et d'apporter une réplique. Donc, c'est l'État qui a le dernier mot. Maître Thompson, vous pouvez continuer. Merci. Monsieur Maldonado avait des projets avec sa fille et elle n'aurait jamais imaginé qu'il ne reviendrait pas à son appartement ce soir-là. Et donc, qui est responsable de cela? Monsieur Leischwitz. Alors, souvenons-nous toutes pourquoi nous sommes ici. Parce que Monsieur Leischwitz a assassiné Monsieur Maldonado, et c'est ce que prouvent ses preuves. Et la loi que la juge vous a lue ne dit pas que si vous avez le moindre doute, vous ne cherchez pas le doute. Vous cherchez la vérité. Et la norme n'est pas au-delà de tout doute. Objection. Votre honneur, elle tente de convaincre le jury de me déclarer coupable. Je ne suis pas d'accord, Monsieur Lichwick. L'État énonce les éléments de l'instruction sur le doute raisonnable. C'est permis. Et en fin de compte, mesdames et messieurs, vous êtes tenus de suivre la loi et les instructions que je vous donne, et non la loi et les instructions que les avocats peuvent interpréter ou réciter. En fin de compte, ce sont les instructions données au jury que vous devez suivre. Maître Thompson, vous pouvez continuer. Merci. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de n'importe quel doute. Ce n'est même pas au-delà de tout doute. C'est au-delà de tout doute raisonnable. Quand vous regardez tous ces éléments ensemble, tout comme le Dr. Truesdale l'a dit, les os racontent une histoire. Ils racontent la vie de quelqu'un. Et toutes ces preuves ici nous racontent comment M. Leischwitz a assassiné M. Maldonado, puis a caché son corps pour que personne ne le retrouve et, espérait-il, pour qu'il puisse s'en sortir sans être puni pour ce qu'il avait fait. Je vous demande donc de le déclarer coupable des 2 chefs d'accusation. Merci. Merci.